Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition à la une de ce vendredi 15 mai. Le corps de Gino Roni Boda, fils de Nando Boda, retrouvé cet après-midi à la Nicolière. 2 suspects arrêtés. L'enquête policière devrait déterminer le mobile du crime. Après sa révocation du MMM, Gabriela Batour démissionne comme maire de Bobassa-Rosil, mais siégera comme conseiller. 13 autres conseillers municipaux dans la même situation. Le MMM suivra les dispositions légales pour que leur poste soit déclaré vacant, selon Rezaoutim. Des travaux d'épierrage sur un terrain à Calodine au centre d'un litige, ils ont été stoppés après que des craintes environnementales ont été soulevées. Une dizaine de black spots identifiés sur nos routes, des travaux y seront effectués. Un premier chantier en cours à Bramstan. Le but, une meilleure sécurité des usagers de la route. L'Inde face à une nouvelle crise énergétique avec l'augmentation des prix des carburants. La population appelée à réduire sa consommation d'énergie. Ça veut dire que vous ne saviez pas que vous alliez mourir un jour tout de même. Le duo Philippe Houbert et Daniel Mourgue tire sa révérence avec la pièce « Si on savait ». Cette dernière représentation sera jouée au Kodan Arts Center du 18 au 23 mai. Nous démarrons avec cette affaire qui interpelle. Le corps de Gino Roni Boda, 44 ans, et fils de l'ancien ministre Nando Boda, a été retrouvé à la Nicolière cet après-midi. La police a procédé à l'arrestation de 2 suspects dans le cadre de son enquête sur ce crime. Une autopsie sera pratiquée en début de soirée pour connaître la cause du décès. L'enquête policière devra également déterminer le mobile exact du crime. Claudette Geoffroy Gadevadou. La disparition de Gino Boda a été signalée à la police dans la soirée de jeudi par sa mère. Samedi dernier, nous avons terre rose, nous avons bien causé tout ça là. Depuis ça, nous n'avons pas du tout. Moi aussi, nous sommes vers plusieurs fois dans la nuit. Jeudi matin, 5 h du matin, nous avons sonné garçon là. Mais il ne prend pas ce téléphone. Ce téléphone, tu peux sonner, mais il ne prend pas le téléphone. Nous pensons pas sur l'habitude ça. La police a démarré son enquête et a pu, grâce aux caméras de Safe City, repérer la voiture de Gino Boda. Un premier suspect, Maël Rose, 31 ans, un habitant de Grand Gaube, a été arrêté dans la voiture. Il a avoué avoir étranglé la victime et a incriminé un deuxième suspect. Les 2 hommes ont ensuite indiqué à la police le lieu où ils ont abandonné le corps de la victime dans une zone boisée en bordure de route à la Nicolière. Cet après-midi, policiers, éléments du SOCO, médecins légistes et quelques membres de la famille étaient sur les lieux. Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation liée à une affaire de drogue aurait éclaté entre les 3 hommes. La police poursuit l'interrogatoire des 2 suspects afin de déterminer le mobile exact du crime. Gabriela Batour a soumis sa démission cet après-midi comme maire de Bobassa-Rosil. Cette décision, indique-t-elle, intervient après sa révocation le 28 avril dernier du MMM. Elle continuera à siéger comme conseiller. 13 autres conseillers municipaux révoqués du parti sont dans la même situation. Rezaoutim indique que le MMM suivra les dispositions légales pour que leur poste soit déclaré vacant. Migan Ponapanaiken. Pour son dernier jour comme premier magistrat des Villes-Sœurs, Gabriela Batour s'assure que tous les dossiers sont à jour avant de quitter ses fonctions. Coïncidence ou pas, cela fait exactement 1 an, ce 15 mai, qu'elle a prêté serment comme maire. Or, les événements politiques de ces dernières semaines ont fait qu'elle ne détient plus la majorité au sein du conseil municipal. Être révoqué et aujourd'hui ça amène à ce qui au sein du conseil municipal nous pénètre une majorité, donc ça nous pousse vers la décision aujourd'hui de soumettre la démission. C'est quand même une année de dévouement qui prend fin aujourd'hui en tant que maire, mais pour poursuivre justement au sein du conseil municipal. Gabriela Batour compte siéger comme conseiller, tout comme 4 autres ex-membres du MMM élus à Bobassa-Rosil. Tous ont récemment été expulsés du parti. Cette situation concerne aussi 9 autres conseillers à 4 bornes, Port-Louis et Cure-Pipe. Interrogé sur la question, Rezaoutim, le président du MMM, nous a déclaré ceci.
Nous avons notifié ces conseillers qu'ils ne font plus partie du MMM et nous leur avons donné le temps pour démissionner comme conseillers. Toutefois, ils n'ont pas eu la décence de le faire. Nous comptons bien respecter les dispositions légales et informer les chief executives des villes concernées que ces personnes ne sont plus membres du MMM. Selon la Local Government Act, amendée en 2023, la démission d'un conseiller municipal est effective quand il informe le chief exécutif de la ville par écrit. Son siège peut aussi être déclaré vacant si le groupe auquel il appartient informe le chief exécutif qu'il n'est plus un membre du parti. Une lettre signée par le leader, le président, le secrétaire et 2 autres membres du parti doit être envoyée à cet effet. Entre-temps, à Beaubassin-Rosil, conformément à la Local Government Act, une élection mairale doit se tenir d'ici 10 jours pour désigner un nouveau maire. À Calodine, des travaux entrepris sur un terrain sont au cœur d'une bataille opposant le propriétaire, des habitants du village et les autorités. Ces travaux d'épierrage, dénoncés par certains riverains depuis plusieurs années, ont été stoppés. En cause, des préoccupations liées à l'environnement, mais aussi des accusations de travaux illégaux et de vente de pierres. Yacine Denmamod nous fait le point sur cette affaire. Les machines sont désormais silencieuses. Mais il y a une semaine encore, ces travaux étaient vivement contestés par un groupe d'habitants de Calodine. La nature même de ces travaux est au cœur du litige. Dans une pétition adressée aux autorités, ces habitants dénoncent des travaux qu'ils présentent comme illégaux et affirment que des activités similaires auraient lieu dans la région depuis au moins 2021. Bruno Lorette, habitant du village, s'est joint à la contestation. Est-ce qu'il y a un PMI pour cette personne pour faire une carrière, faire des pierrages depuis une carrière, pas mener de place. Et les habitants de Calodine, il y a aussi une de paillons, une pollution d'air qui cause, et une pollution sonore aussi pour un camion qui n'en est pas prévoir. Sollicité, le propriétaire du terrain avance qu'il s'agit simplement de travaux de nettoyage et de nivelage sur une parcelle qu'il a acquise en 2025. Selon lui, l'objectif est d'avoir accès à la totalité de son terrain. J'ai une lettre du conseil de district confirmant qu'aucun permis n'était nécessaire pour ces travaux et pour un mur de clôture. Je ne peux pas répondre de ce qui s'est passé avant mon acquisition, ni de ce qui concerne les terrains aux alentours. Cependant, le conseil de district a par la suite demandé l'arrêt des travaux. Mon GSA m'a officier a fait une site visite pour guetter effectivement c'est un travail illégal qui peut dérouler et mon officier fait une site visite, je fais un rapport à moi et je dis oui effectivement il y a des rocking mais c'est pas district council sur responsabilité pour donner un PMI pour dire rocking. C'est la responsabilité des ministères de l'environnement. Ce qui nous fait pour pas une polémique là nous dans board nous décider pour servir une stop notice. Au niveau du ministère de l'Environnement, plusieurs plaintes ont été enregistrées depuis décembre 2025. Le dossier est actuellement examiné de près. Le National Parks and Conservation Service a indiqué que le terrain concerné, ainsi que ses environs, ne représentaient pas un site de nidification pour les paillanqueux. Le 6 mai 2026, une lettre remise en main propre au propriétaire lui demandait de fournir des preuves démontrant qu'il ne s'agissait pas d'activité de carrière. Reçu au ministère le 7 mai 2026, celui-ci a réaffirmé qu'il procédait uniquement à des travaux de nivellement et aucune activité de carrière n'était menée. Le ministère sollicite actuellement des avis appropriés afin de déterminer les actions qui pourraient être entreprises sur ce dossier. Une enquête initiée par la police de l'environnement est également en cours. Le propriétaire sollicite désormais un avis légal sur la marche à suivre. Il maintient qu'aucune activité d'excavation de grande envergure n'est en cours sur son terrain et estime que l'arrêt des travaux lui porte préjudice. Ils sont souvent là où ont lieu la grande majorité des accidents mortels. 11 black spots ou points noirs identifiés vont faire l'objet de travaux sur nos routes. L'objectif est d'améliorer la circulation des automobilistes et d'assurer la sécurité des piétons.
Un des premiers chantiers comprend l'installation de feux de signalisation à Bramstan, dans l'est du pays. Kunal Ghazi et son équipe étaient sur place. Cet endroit à Bramstan, à l'intersection des routes reliant Flack, Bel-Air et Canitié, a été identifié par le Traffic Management and Road Safety Unit parmi les 11 black spots, les points noirs sur les routes du pays. Des sections de la route avec une concentration d'accidents due à une mauvaise configuration des mesures de sécurité, de la fluidité ou du tracé de la route. L'autoroute Tour de Douce, Clémentia, Sébastopol, tout passe la même. Et peut-être crossing, pendant que vous attendez quand l'auto passe, vous apprenez l'école, tout passe la même. Des panneaux de signalisation seront installés dans différents points dans cette zone. Mais pourquoi par mode 60? Speed limit, code car augmenté, nous augmenté, mais la place nous doit diminuer pour l'intérêt road safety. Un îlot directionnel est en train d'être réaménagé pour permettre aux piétons de traverser par étapes et fluidifier la circulation. Ici, il y a un avantage pour nous, parce que des fois, il y a un transport, quand on fait sur l'autre laine là-bas. Même si on connaît que ça vous servirait exactement pour contourner par le vieux Tour de Douce. Et à l'autre côté là-bas, quand il y a un accident, on a fait comment? Un deuxième passage à piétonnier a été installé pour permettre aux piétons venant du sud-est, du côté de Bel-Air, et souhaitant traverser la route pour partir en direction de Flack ou de Canitié. Il s'agit surtout d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes dans cette zone à risque d'accident. L'endroit là, c'est bien, le transport, tout pour rouler bien, pas pour un accident. Le ministre des Transports a effectué un constat de l'avancée des travaux à l'occasion de la semaine dédiée à la sécurité routière. Il y a 11 black spots qui étaient en MSU identifiés à travers l'île. La première intervention, c'est ici à Bramstan. Il y a un budget qui finit IMA, le contracteur est fini identifié. Alors cela, nous finissons traverser toute l'étape de procédure, de procurement, c'est maintenant l'implémentation. Alors, cette intervention qui nous peut faire là, primarily, des prothèses pédestriennes. Un investissement de 2,4 millions de roupies émanant du budget de la Traffic Management and Road Safety Unit et l'achèvement des travaux est prévu pour le 11 juin. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation sollicite la collaboration de toutes les parties concernées pour que le Ganga Talao soit respecté comme lieu de culte et de pèlerinage de la communauté hindoue. La fédération réagit après l'agression d'un touriste au lac sacré. Ce dernier aurait été vu en train de consommer un mets non végétarien sur place. Cet incident a été rapporté dans une communication adressée au ministère du Tourisme et à celui des Arts et de la Culture, et dans laquelle la MSDTF dit réitérer sa demande pour que des panneaux d'instruction soient installés sur les lieux. Contacté, le ministère du Tourisme dit avoir donné des instructions à la Tourism Authority pour que le nécessaire soit fait au plus vite. Le ministère précise toutefois qu'il condamne tout acte d'agression. Autre actualité de ce vendredi, une délégation du Korean Customs Service, accompagnée du directeur général de la Mauritius Revenue Authority, a rencontré le Junior Minister aux Finances ce vendredi. Le but était de renforcer les systèmes de gestion des risques et l'intégration de technologies avancées pour le contrôle des colis entrant au pays. La vision du gouvernement, dira Daneshwar Damri, est de digitaliser les services gouvernementaux tout en gérant les risques grandissants liés au trafic de drogue et aux produits illicites. Madhvi Jagarnath et Valérie Kali. Chaque jour, entre 4 000 et 5 000 colis arrivent sur le territoire mauricien, posant un défi majeur pour les autorités douanières dans la détection de drogue, d'armes et d'autres produits illicites. C'est dans cette optique qu'une délégation du service des douanes coréennes, accompagnée du directeur général de la MRA, a rencontré le Junior Minister aux Finances. Les discussions ont porté sur le renforcement des systèmes de gestion des risques pour mieux sécuriser nos frontières. Comment détecter dans qui parcelle et dans la drogue ou bien dans les autres produits illicites? C'est la cause ça qui est marré pour faire ce projet-là. Qui système permettait
combien de temps il faut prendre pour implémenter ce système-là, qui va un résultat nous capables d'attendre. Soulignant l'augmentation des achats en ligne et le volume de colis, le directeur général de la MRA dira que cette autorité travaille déjà sur des systèmes de scanning avancés pour détecter plus efficacement les produits suspects. Nous visons mettre sur place un système de ce qu'on appelle risk management et qui empêche les produits illicites de rentrer dans le pays, la drogue, les armes. Et puis il y a aussi une sous-évaluation de importateurs déclarent de valeur à moins ce qu'ils ont payé pour éviter taxes, excise. Alors nous pouvons mettre sur place un système qui peut permettre de détecter qui est un importateur qui est en risque et comment nous pouvons intercepter les autres. La MRA modernise ainsi ses systèmes douaniers en intégrant des technologies avancées pour concilier la facilitation du commerce tout en sécurisant les colis. Que contient le téléphone portable d'Ali Royal? La Financial Crimes Commission concentre une grande partie de ses investigations sur le contenu de son appareil, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles pistes. Le suspect était face aux enquêteurs au Red Triangle ce vendredi. Le compte-rendu de Davy Krajkumar. Depuis l'arrestation de l'influenceur Ali Mortuza Boulaki, plus connu sous le nom d'Ali Royal, son téléphone portable est devenu un élément clé de l'enquête menée par la Financial Crimes Commission. Les enquêteurs de la FCC analysent toutes les données émanant de l'appareil. Échanges téléphoniques, messages et courriels, tous ces éléments sont passés au crible. Pour rappel, Ali Royal a fait l'objet d'une inculpation provisoire pour trafic d'influence. Ce vendredi, l'influenceur a été entendu de nouveau par les enquêteurs de la FCC en présence de son avocat. Le suspect demeure en détention policière au poste de Midlands. Âgé de 23 ans, il a été arrêté dans la soirée du 12 mai. Le Conseil des ministres a donné son accord pour que le Constitutional Review Commission Bill soit présenté à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à habiliter le président de la République de Maurice à nommer une commission de révision constitutionnelle chargée d'examiner les réformes constitutionnelles et de formuler des recommandations à ce sujet. Le Conseil des ministres a également approuvé la création d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre chargé d'examiner les questions de tarification en mettant particulièrement l'accent sur les marchés monopolistiques et quasi-monopolistiques dans le but de formuler des recommandations visant à protéger les consommateurs en garantissant des pratiques tarifaires équitables. Au chapitre international, sous pression après la flambée des cours du pétrole provoquée par les tensions au Moyen-Orient, l'Inde fait face à une nouvelle crise énergétique, dépendant largement des importations de brut transitant par le détroit d'Ormuz. Le pays voit ses coûts d'approvisionnement exploser. New Delhi a ainsi relevé les prix des carburants pour la première fois depuis 4 ans. Les commentaires d'Urvashi Bikari-Banjan. L'Inde a augmenté les prix de l'essence et du diesel pour la première fois depuis 4 ans dans un contexte de forte tension sur les marchés pétroliers mondiaux liés au conflit au Moyen-Orient. À New Delhi, les prix de l'essence et du diesel ont augmenté de 3 roupies par litre. Cette décision intervient alors que les compagnies pétrolières publiques indiennes subissent d'importantes pertes dues à la flambée du pétrole brut. Selon plusieurs médias, les perturbations dans le détroit d'Ormuz ont poussé les prix du brut au-delà de $120 le baril avant une légère baisse. Le gouvernement indien cherche en parallèle à réduire la consommation énergétique. Des mesures d'économie de carburant ont également été mises en place dans l'administration publique. Nous devons réduire l'utilisation de l'essence et du diesel. Dans les villes où il y a le métro, nous devrions utiliser principalement le métro et de nous déplacer autant que possible en métro. Si l'utilisation de la voiture est vraiment nécessaire, alors nous devrions essayer de faire du covoiturage. Les tensions régionales et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par où transite environ 20% du pétrole mondial, alimentent les inquiétudes sur l'approvisionnement et les prix de l'énergie.
La guerre des drones franchit un nouveau cap entre la Russie et l'Ukraine. Moscou a lancé cette semaine les attaques aériennes les plus massives depuis le début de l'invasion en 2022. En réponse, Kiev a frappé plusieurs sites stratégiques à l'intérieur même du territoire russe. Une escalade spectaculaire avec des centaines de drones utilisés presque quotidiennement des deux côtés. Ajmal Moitob. Depuis plusieurs jours, l'Ukraine fait face à une vague d'attaques russes d'une ampleur inédite. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a lancé plus de 800 drones en une seule journée, accompagnés de dizaines de missiles visant près de 20 régions ukrainiennes. Moscou a même tiré plus de 1500 drones et 56 missiles en seulement 2 jours, ce qui constitue la plus importante offensive aérienne depuis le début de la guerre. Au moins 27 civils ont été tués, dont plusieurs enfants, et plus de 180 bâtiments ont été endommagés. Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de vouloir saturer les défenses antiaériennes grâce à des attaques menées en vague, parfois en plein jour. Mais l'Ukraine riposte. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des drones ukrainiens ont frappé la région russe de Ryazan, environ 200 km de Moscou. Selon les autorités russes, environ 100 drones ont été interceptés ou impliqués dans l'attaque. Donald Trump et son homologue Xi Jinping se sont quittés aujourd'hui après une ultime journée de discussion. Le président américain a dit avoir décroché une offre d'aide pour ouvrir le détroit d'Ormuz et la promesse d'une importante commande de Boeing. Quant au président chinois, il a salué l'établissement entre les deux puissances rivales d'une nouvelle relation de stabilité stratégique constructive. Le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé ce vendredi aux Émirats arabes unis avant de se rendre dans 5 pays européens. L'Inde et les Émirats arabes unis ont convenu d'un cadre pour un partenariat stratégique de défense. Les deux pays ont également signé des accords sur les réserves stratégiques de pétrole et la fourniture de gaz de pétrole liquéfié. Au cours de cette tournée de 6 jours, Narendra Modi se rendra également aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Italie. Je vous retrouve dans quelques instants. Venons de révolutionner le snack game avec Cadbury Lunch Bar. Il est composé de délicieuses cacahuètes, d'une généreuse couche de caramel, de chocolat Cadbury. Achetez 2 Cadbury Lunch Bar de votre choix et tentez votre chance de gagner des prix d'une valeur de 240 000 roupies. Des consoles de jeux, des smartphones, des hampers. Pour participer, envoyez AE sur WhatsApp. Cadbury Lunch Bar, ça te booste pour faire beaucoup plus. Conditions applicables. Ce 15 mai, marqué par la Journée internationale des familles, une journée pour mettre en exergue le rôle essentiel de la famille dans la société tout en soulignant les défis du quotidien. À Maurice comme ailleurs, elles sont nombreuses à composer avec la précarité ou encore la maladie, mais malgré les épreuves, certaines trouvent la force d'avancer grâce à la solidarité et à un accompagnement. Annabelle Volbert. C'est ici à Cité-la-Cure que vit Jocelyne avec son mari et ses 3 fils. Lorsque nous nous rendons chez eux, seule Jocelyne et le cadet sont à la maison. Voilà plusieurs années que cette famille a élu domicile dans ce quartier grâce au soutien d'un proche. Aujourd'hui, les enfants sont presque tous adultes, mais le parcours familial n'a pas toujours été simple. Des problèmes familiaux auxquels venait s'ajouter la maladie du fils cadet Cristiano, atteint d'autisme. Il avait du mal à être scolarisé et à s'intégrer socialement. Je suis un problème avec lui dans l'école. Là, tu peux dire qu'il est mauvais, nous pas connaître ce problème. Que ce problème était, une affecté ça paye. Là, on connaît qu'il y a un problème de la santé. L'autisme, il y a un problème de l'épilepsie, il y a un nerf. Est-ce que vos familles finissent faire face à les autres difficultés encore? Je j'ai une difficulté avec encore des garçons, un plus grand que Cristiano et un petit Cristiano. Après, nous avons un cours, quand on réussit à comprendre, on réussit à relever. Malgré les obstacles, Jocelyne garde espoir pour l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, son fils Cristiano poursuit des cours de cuisine et nourrit un rêve bien précis, devenir chef. Mon feedback chef, demande qu'il me travaille bien, m'écouter, puis pas rien. Puis moi connais pas facile là. Du bout de l'eau du pied, puis nous travaillons parce que dans salaire. Puis on fait devant client, nous pas stressé devant client. Puis ça nous ça vient gagner, moi être mon famille de côté financier.
La famille Simis fait partie des 400 familles qui bénéficient actuellement du soutien de l'association Love Bridge. L'ONG intervient notamment auprès des familles vulnérables afin de les aider à développer leur autonomie et leur confiance en l'avenir. Nous travaillons avec la famille sur un pilier qui est interconnecté, qui est fondamental pour une famille, comme le logement, la santé, l'éducation, l'emploi. Et dans ce sens, nous avons l'apport psychosocial. Donc, avec nos projets d'empowerment, nous comptons dire ça comme ça. Donc, place qui nous donne toi poisson, là, pour manger, nous donne toi canapé, ça, prendre la piste pour être capable de nourrir toi et mettre le tout plié pour faire ce qu'il a pour faire. Pour Jocelyne et sa famille, chaque petit pas compte et malgré les épreuves, ils continuent d'avancer avec courage et détermination. Un exemple de résilience qui rappelle que la famille demeure plus que jamais un pilier essentiel de la société. Après plusieurs pièces à succès mises en scène ensemble, Philippe Houbert et Daniel Mourgue s'apprêtent à tirer leur révérence avec « Si on savait », une comédie signée Eric Fraticelli. Entre artistes confirmés et nouveaux visages, la troupe est actuellement en pleine répétition. Le reportage de Krishan Sitia. Ça veut dire que vous ne saviez pas que vous alliez mourir un jour, tout de même. Bah si, bien sûr. Alors, je m'y attendais pas, moi. Vincent en est à sa 4e participation à une pièce portée sur scène par le duo Philippe Houbert-Daniel Mourgue. Il joue le rôle du personnage principal, Patrick, qui vient avec son lot de difficultés, car la pièce démarre avec le décès du personnage. Le personnage principal, Patrick, c'est un rôle... qu'un jour on imagine, en tout cas on espère tous pouvoir jouer. C'est-à-dire, puisqu'on est en vie un jour, ça va s'arrêter, hein. Il y aura le clap de fin. Je pense que tout le monde aurait bien aimé vivre ce que Patrick vit à ce moment-là, cette opportunité qu'il a. Si on savait, pièce d'Eric Fraticelli, raconte l'histoire de Patrick, qui après sa mort revisite les choix de sa vie pour voir ce qui aurait pu changer. Cette représentation réunit une petite troupe de 5 artistes, la plupart étant des habitués. L'une d'entre elles, en revanche, vit sa toute première expérience théâtrale. Moi, j'ai commencé le théâtre à Maurice il y a à peu près 15 ans avec les ateliers de Marie-Ange Koenig. Et là, c'est la première fois que je participe à un vrai projet théâtral avec une pièce, avec un metteur en scène, une troupe. Daniel et Philippe m'ont approché pour faire partie du projet et ils nous ont envoyé la pièce à lire d'abord et puis la vidéo du film à regarder. Mais il ne fallait pas qu'on se laisse trop influencés par... Donc on a nous-mêmes construit nos personnages, etc. Pour la plupart des Mauriciens me connaissent à travers des sketchs, mais la base même, mes roots, c'est le théâtre. Et si jamais vous m'avez jamais vu au théâtre, venez nous voir et ça vaut vraiment la peine. Avec la mise en scène de plusieurs pièces à leur actif, Philippe et Daniel ont choisi de présenter cette comédie au public mauricien en raison de la nature du texte. C'est une pièce inhabituelle et qu'on a beaucoup présenté de comédies de boulevard, etc. pendant toute notre carrière. Et là, on est tombé sur une pièce qui change de tout. Et puis cette espèce d'aller-retour sans arrêt entre les choses qui se sont passées et qu'on aurait pu revivre différemment. On pense toujours au public mauricien. Est-ce que le public mauricien va adhérer à ce genre de choses? Donc il y en a qu'on a éliminées, hein, les pièces trop vulgaires par exemple. Moi je sais que les Mauriciens sont assez pudiques, ce ne sont pas des personnes vulgaires du tout. Après un cheminement marqué par le succès, cette représentation s'annonce comme la dernière du duo. Elle sera jouée au Kona Art Center du 18 au 23 mai. Il est mort de rire lui, c'est incroyable. Julie, c'était très bien. Avec nous, comme chaque vendredi, Sylvana Paris-Mamon, vous allez nous parler des prix en supermarché. Bonsoir à vous, Sylvana. Bonsoir Ria, on va d'abord vérifier si les prix communiqués la semaine dernière ont changé. Eh bien sachez que tous les prix de la semaine dernière restent inchangés. On vous parlait vendredi dernier des prix des légumes surgelés, des légumes en conserve et du poisson en conserve. On en vient aux produits choisis pour cette semaine. D'abord, les couches pour bébé. La marge de profit est de 25% pour ce produit. Le prix de la marque Bébé Doux est de 297,12 roupies. Après, un subside du gouvernement de 26 roupies. Dans cette même catégorie, vous voyez aussi le prix de vente de la marque Mignon, 304,22 roupies. Après un subside de 30 roupies cette fois.
Et puis pour la marque Pampers, le prix maximal en supermarché est de 442,07 roupies. Ici également, un subside de 30 roupies est appliqué. En moyenne, pour ces produits, le coût du transport maritime est de 27,64 roupies et celui de l'assurance est de 27 sous. Le prochain sur notre liste, les serviettes hygiéniques. Ici, la marge de profit est de 20%. À l'écran, les prix de vente maximales, 33,97 roupies pour la marque Nins, incluant tous les frais. La marque Thalia se vend à 32,44 roupies. Vous voyez le coût du fret également, 1,29 roupies. Et l'assurance, 3 sous. Et puis pour la marque Always, le prix de vente maximal est de 71,04 roupies. On le rappelle, chaque semaine, le choix des marques que nous vous proposons est déterminé par rapport à celles qui sont les plus consommées à Maurice. Et on termine avec les couches pour adultes. Ici, la marge de profit est de 27% et il y a un subside du gouvernement de 50 roupies sur les différentes marques de cette catégorie de produits, ce qui nous donne un prix de vente en supermarché de 170,44 roupies pour la marque AB. Le prix de vente maximal pour la marque Liberty est de 158,95 roupies. Ce sera bien évidemment le prix en vigueur en ce moment et il risque de changer toutefois avec l'arrivée de nouvelles cargaisons. La marque Tend se vend quant à elle à 252,13 roupies et sur le prix final de ces produits, le coût du transport maritime se chiffre à 14,33 roupies et l'assurance à 39 sous. Ces chiffres, je vous le rappelle, nous ont été fournis par la Price Fixing Unit du ministère du Commerce. Toutes ces informations sont d'ailleurs disponibles sur le site de ce ministère www.pfu.gov.mu.org. Voilà donc l'info du consommateur qui revient vendredi prochain, Ria, avec 3 nouveaux produits. Merci Sylvana, on vous retrouve vendredi prochain. Madame, monsieur, quant à moi, je vous retrouve demain soir. Excellente soirée. À venir la météo et le journal des sports.